parmi nous, Paris-Saclay Summit 2026, bienvenue si vous venez de nous rejoindre ici à Centrale Supélec dans la salle André Michelin. Merci d'être aussi nombreux dans la salle, j'espère que vous êtes bien installés. On va démarrer depuis quelques années, un sujet revient dans la recherche psychiatrique, c'est l'utilisation, encadrée bien sûr, de certaines substances psychédéliques pour traiter la dépression. Un domaine encore expérimental mais qui suscite beaucoup d'espoir. Pour nous éclairer sur tout cela, nous accueillons Lucie Berkovitch, elle est psychiatre et chercheuse en neurosciences à l'hôpital Sainte-Anne. Elle sera interrogée par Olivier Hertel, journaliste au Point. C'est à vous, on vous écoute et on peut les applaudir bien fort. Merci beaucoup. On va effectivement parler d'un sujet qui est un petit peu particulier parce qu'il a une histoire assez étonnante. C'est-à-dire que les psychédéliques, on en a beaucoup parlé dans les années 50, 60, 70. On a fait beaucoup de recherches et ça a complètement disparu de la circulation et c'est revenu assez récemment. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu l'histoire de ces produits-là ? Oui, en fait, il y a même une histoire qui est antérieure à celle-là, puisque c'est des substances qui sont utilisées de manière millénaire par tout un tas de communautés, notamment en Amérique latine, avec des cérémonies. Alors, c'était plutôt à l'époque à des fins religieuses et rituelles. Elles arrivent en Occident, en effet, dans les années 40-50, avec d'ailleurs à l'époque un tournant assez important pour ces substances, qui est la découverte du LSD par un chimiste suisse qui s'appelle Albert Hofmann. Et effectivement, un moment où ces substances vont être consommées. Donc, à l'époque, il y a surtout la mescaline et le LSD qui circulent pas mal, notamment en France, avec des récits auxquels vous pouvez vous référer, Henri Michaud et autres. Et ensuite, donc c'est même diffusé, fabriqué par des laboratoires pharmaceutiques. Il y a quelques études thérapeutiques à l'époque avec des résultats qui sont plutôt contrastés. Et ensuite, finalement, une perte de contrôle avec un certain nombre d'accidents qui sont relayés. Alors, certains qui sont attestés, d'autres qui semblent plutôt être des sortes de fake news, et en tout cas une panique morale qui s'empare des sociétés et une vague de prohibition. En particulier aux États-Unis, je suppose, où, absolument, oui. Où c'est très présent. Donc ouais. on commence à faire de la recherche. C'est marrant parce que quand on regarde les publications, on voit qu'il y a une grosse activité de recherche à cette époque-là. Et bam, ça disparaît pendant 30 ans. Bah oui, exactement. Parce qu'en 70, c'est la prohibition. C'est donc la fin d'une part de la consommation, en tout cas, elle devient illégale, et d'autre part de toute recherche médicale ou scientifique sur ces produits. Alors, comment ça revient ? Ça revient encore par les États-Unis. Pour quelles indications, quels intérêts, en fait ? Alors, il y a d'abord une vague de recherche, qu'on pourrait qualifier de recherche fondamentale, qui arrive dans les années 90, notamment parce que c'est une époque où on se met à utiliser l'imagerie cérébrale, et donc on peut un peu mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau quand on prend ces substances. Et c'est des études qui sont faites chez des volontaires sains, donc c'est pas du tout dans un but thérapeutique. Et c'est des équipes allemandes, suisses, américaines, effectivement. Et puis après, il y a en effet ces nouveaux essais thérapeutiques qui utilisent un dispositif qui associe la psychothérapie à la prise de psychédéliques, avec des études américaines et anglaises, puis les Suisses aussi, et des premiers résultats qui sont extrêmement prometteurs, je dirais plutôt au début des années 2000, plus avec une accélération à partir de 2010. Donc là on relie un petit peu l'action des molécules avec ce qu'on peut observer dans le cerveau, et donc du coup on pense à des indications. Donc je pense en particulier peut-être à la dépression, donc qui est un des sujets phares dans ce domaine-là. Avec quel type de molécules et qu'est-ce qu'on fait exactement aujourd'hui ? Alors les premières études sur la dépression, elles sont effectivement donc dans les années 2010, avec l'utilisation de la psilocybine, qui est le principe actif des champignons hallucinogènes pour traiter la dépression résistante, c'est-à-dire qui n'a pas répondu à plusieurs lignes de traitement antidépresseurs. Et donc l'idée, ça va être donc de préparer les gens à l'expérience particulière qui est induite par ces substances, puisque les psychédéliques entraînent une expérience perceptive intérieure qui est évidemment très singulière. Et donc on va accompagner cette expérience. Et on va pouvoir reprendre juste après l'expérience ce qui s'est passé, reprendre ça en psychothérapie. Et donc les premiers résultats sont extrêmement impressionnants, puisqu'on a en fait à peu près la moitié des personnes qui présentent une dépression résistante qui vont se trouver être substantiellement améliorées, voire avoir une disparition des symptômes pendant une durée de plusieurs semaines à plusieurs mois après une prise unique. Oui. Donc dépression résistante, ça veut dire qu'il résiste à tous les traitements jusque-là, quoi. Exactement. Ça, hein. Alors on commence par la psilocybine. Alors juste la petite parenthèse, la psilocybine, donc on retrouve dans les champignons, et ces champignons qu'on retrouve finalement assez facilement un peu partout dans la nature. Donc je ne vous dis pas ça pour aller en chercher dans les pâturages, mais en fait c'est sur des bousses de vache souvent qu'on les retrouve, hein, je crois bien. Voilà. Donc je vous ai rien dit. Et il y a la psilocybine, mais il y a aussi d'autres molécules qui sont testées pour d'autres indications peut-être ou Oui, les autres molécules qui sont testées, dont certaines sont peut-être d'ailleurs même plus connues que la psilocybine, sont le LSD, qui a été testé dans l'anxiété en contexte de fin de vie, donc chez les personnes qui sont en soins palliatifs, maladies
incurable pour soigner la détresse existentielle qu'il peut y avoir dans ce contexte-là, avec des résultats aussi qui ont cette même caractéristique, c'est-à-dire d'apparition rapide après l'expérience psychédélique et qui dure dans le temps. Et j'insiste sur ce point, parce que vraiment en psychiatrie, les traitements habituels, c'est plusieurs semaines de traitement quotidien pour avoir une efficacité, et il faut poursuivre la prise des traitements à visée même préventive, même quand on va mieux, pour éviter que les symptômes ne reviennent. Donc c'est quand même un changement assez important de paradigme pour nous. Et la dernière substance qui a été testée, c'est le principe actif de l'ayahuasca, qui est la diméthyltryptamine, alors qui existe aussi sous une autre forme qui s'appelle la 5-méo-diméthyltryptamine, qu'on trouve dans un crapaud. L'acronyme est mieux dans le la DMT. 5-méo-DMT, voilà. Et donc c'est aussi un psychédélique qui a montré des résultats intéressants dans la dépression d'ailleurs. Alors, je reviens sur la psilocybine, parce que quand on en avait parlé avant, je me rappelle de la discussion sur la façon dont ces produits-là modifient en fait le cerveau. C'est vraiment pas juste un effet qu'on pourrait imaginer un peu vaporeux comme ça. Il y a vraiment un effet biologique très important, quoi. Oui, tout à fait. On commence à aujourd'hui mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau quand on prend ces substances. D'abord, donc, ce qui va entraîner cette expérience particulière, avec ces modifications de la perception, l'impression de voir du mouvement, des couleurs, même effectivement des hallucinations, alors qui sont tout à fait identifiées comme telles par les personnes. C'est plutôt des modifications de la perception. Et puis une sensation souvent aussi de transcendance, une expérience qui peut vraiment avoir une portée plus métaphysique et introspective. Et donc cette expérience-là, elle est sous-tendue par des modifications du flux d'informations dans le cerveau, c'est-à-dire que des régions vont être plus activées que d'habitude, d'autres vont être moins activées que d'habitude, elles ne vont pas communiquer entre elles de la même manière. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça peut concerner des régions qui sont particulièrement pertinentes pour les effets thérapeutiques, on y reviendra peut-être. Et il y a un autre effet qui est pour le coup plus durable, c'est-à-dire qui ne se restreint pas à la seule expérience, mais qui va aussi se poursuivre dans les semaines qui suivent, qui est un phénomène de neuroplasticité. Donc ce que ça veut dire, c'est que les neurones vont plus se connecter les uns aux autres. Donc il va y avoir des changements physiques, une sorte de reconfiguration des connexions entre les neurones après une prise de psychédélique, et ça a maintenant été bien établi chez l'animal en particulier. Alors on parle des fois de reset du cerveau, est-ce que c'est une bonne expression ou c'est un peu une expression de journaliste en fait? Alors, je pense qu'elle a du sens quand même. En tout cas, pour travailler, puisque donc on mène ces études dans le cadre de la recherche à l'hôpital Sainte-Anne. Donc moi, j'ai vu quand même pas mal de patients recevoir de la psilocybine pour la dépression, et j'ai pu échanger sur ce qui se passait au gré de cette expérience. C'est vrai que souvent, ils expliquent qu'ils ont une ouverture, une sorte de prise de conscience ou un changement de perspective lorsqu'ils sont sous psychédélique, avec d'ailleurs des phénomènes que moi je trouve assez intéressants, notamment de besoin de se reconnecter à des proches, ou l'impression que ils n'avaient pas considéré un problème sous le bon angle et qu'il y a peut-être une autre manière de l'aborder. Donc il y a quand même ce changement que l'on peut voir pendant l'expérience, et qui va bien sûr être retravaillé en psychothérapie, qui a probablement été aussi un peu préparé par la psychothérapie qu'on fait avant. Et alors, le reset en tant que tel, c'est peut-être le fait que pendant l'expérience, on se débarrasse d'un certain nombre de biais cognitifs, c'est-à-dire que souvent les personnes qui ont de la dépression vont être prises dans des boucles de pessimisme, de dévalorisation, de sensations d'impasse, par exemple, dont elles peuvent se sentir sortir au gré de l'expérience qui rebat un peu les cartes. En fait, avec ces produits-là, en tout cas avec la psilocybine, on ouvre une espèce de fenêtre qui va permettre de retravailler, grâce à la plasticité du cerveau, les boucles dans lesquelles était enfermé le patient. C'est-à-dire qu'on va pouvoir reconfigurer aussi les réseaux de neurones pour justement changer les comportements et faire en sorte que ça aille mieux, quoi. Oui, et c'est en ça d'ailleurs que ce dispositif qui associe la psychothérapie à l'effet pharmacologique semble particulièrement pertinent pour ces substances-là, puisqu'il y a ces effets de reconfiguration et donc de sorte de flexibilité. Donc ça va permettre d'amener des nouvelles représentations qui vont être bien sûr s'implémenter dans ces nouvelles connexions entre les neurones. Il y a aussi d'autres effets qui sont intéressants. J'ai parlé de la disparition de certains biais négatifs, des effets vraiment purement émotionnels. On sait aussi que la perception des émotions chez les personnes qui ont une dépression, elle est souvent biaisée vers le négatif. Ils voient les choses comme avec une sorte de voile négatif, et ça c'est quelque chose qui est modifié par vraiment l'action spécifique sur des régions émotionnelles. Et puis il y a aussi des régions qui sont hyper activées dans la dépression, et notamment qui sous-tendent les ruminations, donc ces boucles mentales dont on parlait, et qui vont être désactivées par les psychédéliques. Donc on voit qu'il y a vraiment un ensemble d'effets au niveau cérébral, aussi bien sur le fonctionnement émotionnel, rumination, ouverture sur le monde,
montre que des effets vraiment physiques, pas juste sur le contenu finalement des représentations, avec donc une synergie qui semble extrêmement forte avec la psychothérapie. Et des changements de comportement, etc. Donc c'est important ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est pas un médicament qu'on prend comme ça et puis les problèmes sont réglés, c'est vraiment un médicament qui s'accompagne. C'est-à-dire qu'on prépare avant l'administration, on commence à faire une psychothérapie avec le patient. On fait l'administration à l'hôpital dans une... Ça, je veux bien vous expliquer comment ça se fait et on continue ensuite après avec la psychothérapie. Oui, tout à fait. En fait, l'accompagnement psychologique ou psychothérapeutique, il va avoir deux objectifs principaux. Le premier, c'est un objectif de sécurité. D'ailleurs, ça avait été amené initialement pour ça, c'est-à-dire que quand même, c'est une expérience qui peut être assez intense, assez déstabilisante. Les personnes viennent nous voir pour traiter leur dépression et ne viennent pas spécialement pour vivre une expérience subjective particulière. Donc, certaines ont besoin d'être rassurées, d'être accompagnées dans cette expérience pour que ça se passe bien. Donc, il y a vraiment cet objectif de réduction des risques et de sécurité avec cet accompagnement. Et donc le deuxième objectif, c'est celui de la synergie dont on a parlé, avec donc effectivement un accompagnement qui va se faire en plusieurs étapes. D'abord, on reçoit le patient, on tisse un lien de confiance, on lui explique le type d'effet qu'il peut ressentir lorsqu'il prendra des psychédéliques, comment il appréhende ses effets, quelles sont ses représentations, comment on va pouvoir aussi travailler peut-être ses problématiques dans cet espace particulier. Pendant la prise, on est présent pendant toute l'administration et ça permet d'échanger un peu. La prise, ça se passe comment? Ça se passe dans une pièce un peu particulière? Oui, ça se passe dans une pièce qui a été installée à cette fin, donc qui est un petit peu différente des chambres d'hôpital habituelles, puisque on a bien conscience que ça peut être un peu austère d'être dans une chambre toute blanche, etc., avec éventuellement un voisin de chambre. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un endroit qui soit effectivement un peu plus cosy, avec des plantes, une lumière plus tamisée, donc dans laquelle on puisse se sentir un peu plus chez soi, quoi, en quelque sorte. Musique. Il y a de la musique. On propose aux personnes de porter un masque de sommeil si elles souhaitent vraiment rentrer dans quelque chose de plus introspectif. Et puis, donc, il y a deux thérapeutes qui sont présents tout au long de l'expérience et avec lesquels il est possible d'échanger. C'est pas toujours le cas. Il y a pas mal de patients aussi qui préfèrent rester en retrait et vivre cette expérience-là. En tout cas, ces thérapeutes sont disponibles s'il y a des moments un peu plus angoissants. Et puis, donc cette expérience, elle dure plusieurs heures. Nous, on travaille avec la psilocybine actuellement. On est en train de commencer une étude avec le LSD, donc psilocybine 4 à 6 heures d'effet, LSD 10 à 12 heures d'effet, donc c'est quand même des grosses journées pour tout le monde. Et à l'issue de ces effets-là, on reprend un peu ce qui s'est passé, on reprend ça aussi le lendemain, une semaine après, pour vraiment retravailler aussi peut-être les prises de conscience qu'il y a pu y avoir pendant cette expérience particulière. On l'a un peu évoqué, on parle donc des effets au moment de l'administration, donc de quelques heures. Par contre, les effets sur la dépression, quand ça fonctionne, c'est incroyable en fait par rapport à ce qu'on a avec les antidépresseurs classiques, quoi. Oui, donc aujourd'hui, dans le champ de la dépression, ces différentes études avec psilocybine, LSD, diméthyltryptamine montrent environ 30 à 50% des gens qui vont rentrer en rémission, c'est-à-dire qui ne vont plus présenter de symptômes de dépression tout de suite après la prise, avec un maintien de cette efficacité pendant plusieurs semaines à plusieurs mois. Alors on est encore en train de documenter cette efficacité et notamment sa durée. Donc c'est des effets qui ne sont pas juste pendant l'expérience, mais qui durent bien au-delà. Plusieurs semaines, oui. Donc on a parlé de la psilocybine, un petit peu du LSD. Je veux bien qu'on fasse un petit peu le tour de tous les produits qui sont disponibles, pardon, excusez-moi, et leurs effets et leurs indications aussi. Donc la psilocybine, le LSD, c'est plutôt aussi pour la dépression ou... Oui, alors en fait c'est vrai qu'elles ont été utilisées dans des indications qui se recoupent un petit peu, mais en gros donc la psilocybine c'est probablement la substance qui a été la plus testée, donc dans la dépression, dans l'anxiété en contexte de fin de vie, dans les addictions aussi, j'en ai pas parlé, mais ça aide à arrêter le tabac et l'alcool. Avec là aussi des chiffres très impressionnants, 60 à 80% des gens qui arrêtent de fumer, une consommation d'alcool chez des personnes très dépendantes qui est divisée par 5 à peu près, avec cette même temporalité. Le LSD a été testé dans l'anxiété en fin de vie, dans la dépression, dans l'anxiété d'ailleurs, en dehors de la fin de vie aussi, dans les troubles anxieux. Et d'ailleurs l'étude qu'on va démarrer qu'on a déjà démarré, porte sur l'utilisation du LSD dans une anxiété diffuse et chronique, donc des personnes qui sont vraiment très très angoissées, tout le temps en train de ruminer, etc., avec des résultats d'une étude préliminaire qui sont aussi très prometteurs. Et puis la diméthyltryptamine, elle a été testée surtout dans la dépression à ce jour.
Alors, il y a une molécule qui n'est pas considérée tout à fait comme un psychédélique, c'est la kétamine ou l'eskétamine, mais là aussi avec des effets assez surprenants, quoi. Oui. Des effets aussi au moment de l'administration et des effets aussi à long terme sur la dépression. La kétamine, c'est en effet un produit qui est un peu différent. D'abord par ses effets, il n'agit pas sur le même récepteur dans le cerveau que les psychédéliques. Les psychédéliques agissent sur un récepteur à la sérotonine, qu'on appelle le récepteur 5-HT2A. La kétamine agit sur un récepteur au glutamate, va bloquer ce récepteur-là, et donc c'est pas tout à fait les mêmes effets. D'ailleurs, subjectivement, ça donne pas tout à fait la même chose non plus. Les gens décrivent sous kétamine plutôt une sensation de déconnexion avec le corps et d'être un peu dans un état cotonneux, parfois d'avoir l'impression que le monde est plus distant aussi, avec souvent des effets aussi émotionnels, de détente, c'est perçu, et d'ailleurs c'est consommé dans des cadres récréatifs aussi pour cet effet considéré comme agréable. Et donc on l'utilise, alors c'est différent aussi dans le statut, puisque la kétamine a été initialement utilisée comme un médicament. À forte dose, c'est un anesthésiant. Et à des doses plus faibles, on a découvert dans les années 2000 qu'il y avait ces effets antidépresseurs d'apparition rapide, mais pas durable. Donc c'est des effets qui apparaissent tout de suite, mais qui disparaissent à peu près au bout d'une semaine. Donc ça, on s'est mis à l'utiliser pour traiter la dépression, si bien que depuis 2019, il y a une autorisation de mise sur le marché. Donc c'est un traitement qui est disponible dans les hôpitaux sur une forme de spray intranasal et qu'on donne. Nous, par exemple, dans le service dans lequel je travaille, il y a une quarantaine de patients qui sont traités par semaine avec de la kétamine pour la dépression résistante. Il y a une autre molécule qui est très connue dans les milieux festifs, c'est la MDMA, enfin l'ecstasy. Là, quels sont encore les effets et les indications Oui, donc la MDMA, effectivement, qui est plutôt connue dans les milieux festifs à nouveau, qui a cet effet empathogène, c'est-à-dire d'envie de se connecter à l'autre, d'être dans le lien à l'autre, aussi de peut-être se réconcilier avec certaines choses de soi, donc souvent une sensation vraiment d'harmonie et d'être en paix avec soi-même, donc qui est vraiment largement consommée dans un cadre avant tout festif et dont on a découvert une efficacité pour traiter l'état de stress post-traumatique, c'est-à-dire des personnes qui ont vécu un épisode de vie extrêmement violent, difficile, etc., et qui vont avoir des flashbacks, c'est-à-dire qu'ils vont cesser de revivre cette scène, soit sous forme comme des sortes de visions, ou comme si elle se replongeait dans cette scène, soit sous forme de cauchemar. Et là encore, avec un dispositif de psychothérapie, on observe des résultats qui sont absolument fascinants, de près de la moitié des gens qui, après 3 séances, n'ont plus du tout de symptômes d'état de stress post-traumatique, alors que c'est plutôt un trouble qui est pas facile à soigner habituellement. Alors, ce qui est assez fascinant avec ces molécules, c'est que ce sont toutes des drogues, enfin des produits qui sont illégaux, on va dire, mais on les voit dans le cadre de l'hôpital, où on sent qu'il y a une promesse qui est importante sur la dépression, sur des tas de pathologies en psychiatrie. Du coup, ça suscite aussi beaucoup d'intérêt de gens qui n'y ont pas forcément accès, parce qu'ils n'ont pas forcément accès au traitement à l'hôpital, et ça génère en même temps une espèce de pratique un peu parallèle avec des gens qui proposent ces produits-là à des gens qui sont forcément pas très bien. Et donc là, il y a quand même des risques. Je pense notamment à la MDMA, où on sait qu'on a parlé des effets pathogènes avec la personne qui est un petit peu, qui perd un peu ses repères, quoi. Oui, tout à fait. Effectivement, on assiste. Alors, il y a d'abord une consommation qui est récréative, qui a toujours existé depuis la découverte, si je puis dire, de ces produits-là, ou la découverte en tout cas de leurs effets, qui peut être dans un but simplement d'amusement, de prise de contact avec soi-même, quelque chose d'expérientiel, et donc une pratique qui existe, qui peut être associée à certains risques. Et puis c'est vrai que au gré de la découverte des effets plus spécifiquement thérapeutiques et de ces études scientifiques qui sont vraiment des études extrêmement sérieuses dont j'ai parlé, les patients s'intéressent, se renseignent et se disent que c'est peut-être une voie de salut par rapport à leurs difficultés. Alors, quand il y a des études auxquelles ils peuvent participer, ils nous contactent. Donc, on reçoit énormément de demandes en fait pour pouvoir participer à ces études, ce qui d'ailleurs montre bien à quel point les troubles psychiatriques sont fréquents et que les personnes se sentent parfois pas suffisamment soulagées par les traitements existants. Mais malheureusement, on ne peut pas inclure toutes les personnes, parce qu'il y a des critères pour participer aux études qui sont extrêmement limités, pour une raison à la fois de sécurité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne connaît pas encore très bien le périmètre d'efficacité de sécurité de ces traitements-là, donc les personnes qui sont à risque, on ne peut pas les inclure, et d'autre part parce qu'on a besoin pour faire de la recherche d'avoir une population qui est homogène, et donc qui a une seule pathologie et pas d'autres, alors qu'en psychiatrie, dans la vie réelle, les gens ils ont souvent plusieurs pathologies intriquées les unes aux autres, donc il y a plein de gens qui se retrouvent à
à avoir connaissance de ces résultats, à vouloir participer, ils ne peuvent pas. Et donc, ils se tournent vers des usages qui sont underground, qui sont en effet apparemment pas si difficiles que ça à trouver. Ouais. Alors, on ne l'a peut-être pas assez précisé, mais à part l'eskétamine, tous ces produits-là ne sont pas accessibles, ils n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché aujourd'hui. Donc, ça veut dire que le seul moyen, si on a une dépression et si on veut essayer, voir si ça marche, c'est en fait ces fameux réseaux parallèles, quoi. Ou de participer aux études sur lesquelles on travaille. Oui, voilà, c'est ça. En tout mais cas, comme on le disait, les critères d'inclusion sont assez sévères, enfin, sont assez compliqués. Exactement. Il n'y a pas beaucoup de patients qui sont inclus dans les essais. Donc, Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on est peu d'équipes à travailler sur ces sujets. On essaye vraiment de répondre du mieux qu'on peut à la demande, mais bien sûr, oui, toutes les personnes ne tombent pas dans les critères d'inclusion. Et puis même en termes parfois simplement de ratio entre le nombre de personnes qui veulent participer et le nombre de places que l'on a dans ces études, il y a des personnes qu'on ne peut pas... on ne peut pas accéder à leurs demandes. Donc oui, aujourd'hui, la seule manière légale, c'est de participer à ces études et puis se développe en marge un réseau illégal, ce qui est assez classique. Aujourd'hui, les études en France, c'est combien d'essais cliniques, sur quelles molécules? Est-ce que c'est un peu plus difficile peut-être qu'aux États-Unis où ça a l'air de se développer un peu plus vite? Oui, on a commencé plus tard que nos collègues outre-Atlantique. Les premières études sur les psychédéliques en France, elles ont démarré en 2024 avec 2 études. Celle sur l'utilisation de la psilocybine dans la dépression résistante à laquelle mon équipe à l'hôpital Sainte-Anne a travaillé. Une autre étude dans le sud de la France à Nîmes sur l'utilisation de la psilocybine dans l'association d'un problème d'alcool et de dépression. Donc les personnes qui ont ces 2 pathologies en même temps. Et donc une étude d'ailleurs qui a été publiée l'année dernière et qui va avoir une extension. Donc il va y avoir d'autres participants dans la plus grande échelle inclus pour cette indication alcool plus dépression. Et là, nous, on a démarré donc, cette étude LSD troubles anxieux. Et en gros, en termes d'études actives, c'est à peu près tout. Et il va y avoir après d'autres études qui vont certainement là démarrer dans l'année dans d'autres villes. Je pense notamment à une étude sur le jeu pathologique. Nous, on a une étude sur la dépression qui va démarrer aussi là dans les mois qui viennent avec des objectifs un peu plus scientifiques, de comprendre comment ça marche. Sur les mécanismes. Exactement, sur les mécanismes, mais ça va permettre quand même de recruter 100 patients. Donc il y a 100 personnes qui vont pouvoir quand même être traitées dans le cadre de cette étude. C'est un moyen d'intégrer plus de patients dans ces protocoles, quoi. Oui, c'est un moyen de... En tout cas, moi, je poursuis, je dirais, 2 objectifs. C'est qu'à la lumière des données qui sont présentes dans la littérature, je trouve qu'en effet, c'est important de pouvoir rendre ces traitements disponibles dans ce cadre expérimental pour mieux comprendre, confirmer éventuellement leur efficacité, mais aussi parce que donc il y a cette demande dont on a parlé. Puis d'autre part, je trouve que c'est absolument crucial de comprendre comment ça marche pour pouvoir les utiliser au mieux, peut-être affiner la manière dont on s'en sert. Alors, si on regarde sur la dépression, on peut espérer avoir d'ici combien de temps des produits avec une autorisation sur le marché, alors aux États-Unis peut-être plus tôt, et en Europe ou en France? C'est une question qui est assez difficile parce qu'elle est suspendue à un certain nombre de résultats qu'on n'a pas encore. Bien que là, l'étude à laquelle on a participé, pour laquelle on suit encore des patients, a dévoilé avant-hier des résultats qui sont tout aussi prometteurs que donc, les résultats précédents, c'est-à-dire 40% des gens qui ont une réponse significative après avoir pris de la psilocybine pour traiter la dépression. Et donc, dans le cadre de ces résultats-là, donc c'est une énorme étude qui inclut plus de 500 personnes à travers différents pays, c'est le type d'étude qui, du fait de leur ampleur, peut amener à une autorisation de mise sur le marché. Donc le laboratoire qui mène cette étude a prévu de saisir la FDA, la Food and Drug Administration, qui est donc l'instance qui délivre ces autorisations de mise sur le marché à la fin de l'année. Donc on verra ce que ça donne. Pas le MA en Europe. Ça se fait souvent dans la foulée, ouais. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Si on a peut-être des questions, j'imagine. Oui, je suis sûre qu'il y a des questions dans la salle. Je vois, oh là là, il y a beaucoup trop de questions. Donc on va devoir être très sévère. Et qui est le plus près du micro, on va dire alors les micros sont un peu plus hauts. On va aller sur Madame déjà. On va essayer d'en prendre quand même 3 ou 4. Bonjour, ma question concerne une molécule que vous n'avez pas évoquée, qui est la DMT. Est-ce qu'il y a des recherches actuellement sur le sujet des recherches ou des études qui veulent être menées?
Oui, alors j'ai parlé de diméthyltryptamine et DMT, c'est l'acronyme. Donc effectivement, il y a des études sur la dépression, dont une qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui montre aussi des résultats intéressants pour traiter la dépression avec la DMT. Peut-être pour expliquer la spécificité, la DMT et la 5-MeO-DMT, ça peut avoir une durée d'action plus courte, dans le sens où les effets peuvent durer moins longtemps selon la manière dont elle est administrée. Donc c'est aussi une perspective intéressante que de se dire qu'on peut avoir un psychédélique qui ne va pas entraîner une expérience de plusieurs heures, mais plutôt quelque chose de l'ordre du quart d'heure ou de la demi-heure. Autre question, on va prendre devant, si vous voulez bien. Et après, on va retourner au fond. Alors, je tenais à vous remercier pour la présentation. Et donc, j'ai 2 questions, je vais faire rapide. La première, c'était, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique, qui se finance beaucoup sur des traitements récurrents, est menacée par ces traitements un peu miracles? Et puis après, j'aurais une deuxième question par rapport à ça. Posez votre deuxième, comme ça je ferai. Allez, posez les deux d'un coup. Du coup, dans la suite, est-ce que vous pensez que d'ici quelques années, on peut voir un changement majeur en termes de sociétal concernant la dépression et les maladies de ce type? Alors sur l'effet que ça peut avoir sur l'industrie pharmaceutique plus classique, c'est sûr qu'il y a une concurrence qui va peut-être s'opérer entre des molécules qui agissent tout de suite et durablement en une prise par rapport à des antidépresseurs qui doivent être pris tous les jours. Aujourd'hui, il n'y a qu'une étude qui a comparé face à face la prise d'un antidépresseur tous les jours et une prise de psilocybine, qui montre que c'est à peu près équivalent en termes d'efficacité, ce qui veut dire que ça pourrait être par exemple à l'appréciation du patient. Est-ce que la personne préfère prendre quelque chose tous les jours qui n'a pas d'effet particulier sur le plan de la perception, ou faire une grosse séance et après avoir des effets durables? Donc ça va être peut-être une option qui est ce choix possible. Peut-être aussi que ça va s'intégrer finalement aux stratégies de soins en disant on commence par les antidépresseurs habituels et puis si ça marche pas, on va vers les psychédéliques. Donc aujourd'hui, c'est un peu difficile de dire comment ça va s'articuler. Ces nouvelles thérapies qui sont quand même pas si simple que ça à implémenter à l'hôpital. Il faut des thérapeutes dispo toute la journée. Vous n'êtes pas sans savoir que l'hôpital public traverse une crise sans précédent dans le champ de la psychiatrie, donc on est plutôt en manque d'effectifs. Donc il y a aussi un enjeu de faisabilité, d'accessibilité qui fait que je pense quand même que l'industrie pharmaceutique ne va pas disparaître du jour au lendemain dans le champ de la psychiatrie avec l'apparition des psychédéliques. Après, oui, ça peut quand même changer pas mal, je pense, la façon dont on soigne la dépression, puisque avoir cette option supplémentaire qui est celle de pouvoir traiter les gens d'un coup et qu'ensuite ils aillent mieux et qu'ils n'aient pas besoin d'avoir un traitement au long cours ou de revenir à l'hôpital, on imagine que ça peut effectivement changer beaucoup de choses. Reste à ce que ces résultats soient confirmés. Et puis l'autre chose aussi, c'est que ça va demander un investissement humain important à l'hôpital, ce que j'appelle de mes voeux. Et si c'est le cas, oui, peut-être qu'on arrivera dans un second temps à désengorger les hôpitaux, si je puis dire, parce que les gens iront mieux et qu'ils n'auront plus besoin de venir nous voir. Merci. On va prendre la question là-haut. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. J'avais une question, en fait c'est, vous savez que pour les ISRS, on va dire les antidépresseurs classiques, il y a plusieurs dizaines de molécules. Vous avez parlé ici de, je crois, 3 ou 4 molécules principales, sans parler de la kétamine. J'imagine que vous connaissez Anne Shulgin et Alexander Shulgin qui ont trouvé des dizaines et des dizaines de molécules. Ma question c'est, aujourd'hui effectivement on est aux prémices de la recherche, on ne va pas faire n'importe quoi avec les gens, mais dans un futur, en fait combien de temps on a mis à avoir des dizaines d'ISRS et combien de temps on mettra à avoir des dizaines de phéné, tripta ou lysergamide? Et aussi l'association, j'avais lu un papier sur la kétamine associée ensuite à un traitement ISRS pour cristalliser cet effet. Et voilà. Et par rapport aussi aux patients schizophrènes ou bipolaires ou les gens qui ne rentrent pas dans les cases, qu'est-ce qu'on en dit? Merci. Oui, alors sur la multiplicité des molécules, vous avez raison, il y a plein de dérivés qui existent. Je crois que la piste qui intéresse aujourd'hui le plus la recherche médicale, c'est la piste des pseudo-psychédéliques, qui sont non hallucinogènes. Donc c'est d'essayer de trouver des choses qui sont proches dans leur structure, dans leur action, mais qui n'entraînent pas d'expérience psychédélique pour les raisons de faisabilité dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire de voir si on peut obtenir cette efficacité sans avoir les risques associés et donc toute l'implémentation qu'implique l'expérience psychédélique. Aujourd'hui, on se concentre sur quelques molécules parce qu'en fait, c'est assez difficile d'obtenir des résultats robustes et reproductibles. Donc on commence toujours par quelques molécules, on vérifie si elles marchent et puis après, oui, il est toujours possible de les décliner
avec un objectif qui serait celui d'avoir quelque chose de mieux. Donc il faut aussi réfléchir à ce qu'on en attend et qu'est-ce que ça peut apporter de plus que ce qui existe déjà, mais certainement qu'on pourra avoir des profils, je ne sais pas, qui dureront moins longtemps, qui seront plus confortables, etc., etc. Je finis rapidement sur les patients. Donc effectivement, les gens qui ont une schizophrénie aujourd'hui ne peuvent pas être inclus dans ces études, bien qu'ils puissent présenter des tableaux de dépression, des problématiques addictives, d'anxiété, qui sont des indications des psychédéliques à l'étude, parce qu'on craint que ça puisse réactiver ou aggraver les symptômes psychotiques, d'hallucinations et d'idées délirantes. Donc aujourd'hui, on ne peut pas les inclure. C'est quelque chose, par exemple, qui pourrait évoluer si on développe ces substances non hallucinogènes aux propriétés similaires, ce qui serait, je pense, une piste intéressante. Et pour les patients qui ont un trouble bipolaire, c'est le grand classique, les antidépresseurs. Donc la bipolarité, c'est l'alternance de la dépression et des phases d'excitation, de désinhibition qui peuvent être graves et problématiques pour les patients. Et donc, tous les traitements antidépresseurs ont le potentiel de déclencher ces phases, puisqu'il y a une propension à avoir l'inverse de la dépression et que c'est bien l'objectif des antidépresseurs. Les psychédéliques n'échappent pas à la règle. Donc aujourd'hui, il y a quelques études qui montrent que ça peut être intéressant dans la dépression bipolaire, mais il y a pas mal de précautions à prendre et c'est encore des données rares et préliminaires. Merci beaucoup Lucie, merci Olivier. C'était passionnant. Je suis désolée, on ne peut pas prendre plus de questions. Mais merci beaucoup pour ces perspectives qui s'ouvrent dans le domaine de la psychiatrie. On va passer à un tout autre sujet dans quelques minutes et s'intéresser à la médecine reproductive et plus précisément à des situations encore inimaginables il y a quelques années. Si je vous dis greffe d'utérus ou encore utérus artificiel, oui, on fait le point sur tout ça juste après. Alors à tout de suite.